La société minière de Bakwanga était au cœur de l'économie congolaise depuis 1960. La minière de Bakwanga, autrefois appartenant aux Belges et aux Zaïre, enfin au Congo, aujourd'hui est en faillite. L'entreprise connaît des difficultés énormes et comme le développement de la RDC doit commencer par les provinces et surtout par des entreprises du portefeuille, l'AMIBA fait exception et depuis des lustres et n'arrive pas à décoller. Quels sont les mots qui gangrènent cette entreprise de l'État? La faute à qui? Aux gestionnaires, aux employés, aux ressortissants du Kasaï? Pourquoi ça tarde à venir malgré les moyens supposés disponibilisés pour la relance de l'AMIBA? Toutes les questions aujourd'hui seront posées à son directeur général, qui est notre invité aujourd'hui, André Kabanda. Bonjour. Monsieur Jean-Marie Kassamba, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes la star du jour. Depuis que nous avons annoncé cette émission, j'avais 40 questions tout à l'heure, j'avais d'en rajouter 10 questions encore supplémentaires. Les gens vous attendent comme des élèves. Ça montre que l'AMIBA intéresse tous les Congolais. Installez-vous. Merci. Je vous offre ce fauteuil sur lequel d'ailleurs s'assoient beaucoup de responsables, des ministres. La fois dernière, j'avais reçu sur le ministre, le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, et c'est vous qui le succédez. C'est un honneur. Un honneur pour moi de succéder à un VPM. Une exception de recevoir enfin un gestionnaire de la minière de Bakwanga. Je rappelle que vous êtes un grand notable du Kasaï entre autres, c'est-à-dire André Kabanda Kana est DG de l'AMIBA, certes, mais il a été ancien ministre auprès du président de la République dans le gouvernement Ilunkamba. Exact. Vous êtes à la fois docteur en médecine. Je suis docteur en médecine, et spécialiste docteur en médecine biomédicale. Spécialiste en médecine interne et néphrologie et docteur en sciences biomédicales. Vous êtes l'élite, pour ne pas dire quelqu'un de très bien formé et avec lequel nous allons échanger aujourd'hui autour de quoi souffre réellement l'AMIBA et surtout quelles solutions, au pluriel, pour sa relance. Dans quel état d'esprit vous êtes d'abord, sur ce plateau? Dans quel état d'esprit vous êtes? Oh, je vais bien. Personnellement, je me sens bien, mais je ne peux pas dire que je vais vraiment bien parce que l'AMIBA, pour laquelle j'ai été nommé par le chef de l'État, n'est pas encore, pour moi, relevée. Et donc, les travailleurs sont toujours quasi dans le même état que quand nous avons pris les fonctions à l'AMIBA. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, les activités sont au ralenti, quasi à l'arrêt. Au ralenti? Quasi à l'arrêt, je me permettrai de le dire. Quasi à l'arrêt. À l'arrêt. Et les travailleurs, outre leur arriéré de salaire connu, de 200, de 100, de 200 mois, les peu qu'on leur payait, on ne paye plus, ça fait 8 mois bientôt. Passif de 200 mois de salaires impayés à l'AMIBA et ils viennent encore d'accumuler d'autres salaires. Nous avons travaillé ici à Télé 50. Regardez cet écran et on va faire le point avec vous sur ce que vous êtes et ce que l'AMIBA est aujourd'hui. La société minière de Bakwanga, MIBA, a été créée en 1961 avec un capital détenu à 80% par l'État congolais et à 20% par la CIBECA, une société belge. Pendant la période coloniale, l'exploitation du diamant dans la région était gérée par la société minière du BCK
Après l'indépendance du pays, l'État congolais et la CIBECA ont procédé à la création de l'AMIBA en 1961 pour poursuivre l'extraction des gisements diamantifères de la région du Kasaï. Pendant des décennies, l'AMIBA a été un pilier de l'économie de la République démocratique du Congo, représentant presque les poumons économiques des Mbuji-Mayi, fournissant des infrastructures sociales telles que des hôpitaux, des écoles et des logements pour ses travailleurs. En 1963, l'AMIBA a été extrêmement dominante dans les commerces mondiaux des diamants, produisant 80% des diamants industriels mondiaux. Véritable fleuron de l'industrie minière, elle a joué un rôle de premier plan dans l'approvisionnement en diamants, surtout industriels, sur l'échiquier mondial. À partir de la décennie 1990, lorsque la Gécamine, principal pourvoyeur au budget de l'État congolais, s'effondre, le secteur de diamants va devenir le principal pourvoyeur du pays en devises étrangères. Durant cette période, les gouvernements congolais puisent dans les revenus de l'AMIBA une partie des ressources pour financer les fonctionnements de l'État ainsi que l'effort de guerre au détriment du renouvellement de l'outil de production de cette entreprise. Cette situation va accélérer la faillite de l'AMIBA, entraînant plus tard l'arrêt de la production. Les conditions de la mine se sont détériorées, la production a chuté de plus de la moitié en 5 ans et enfin la production va être suspendue entre novembre 2008 et mars 2011 en raison des problèmes financiers et de grève du personnel. En juin 2009, un plan d'urgence au titre de stratégie intérimaire pour la reprise des activités de l'AMIBA fut mis en place avec le concours du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP, pour sécuriser les actifs miniers et industriels de l'AMIBA pendant que le processus de certification des réserves sera mis en œuvre pour permettre à la société de négocier soit des financements, soit des partenariats profitables. Malgré tous les efforts de relance, l'AMIBA demeure une ombre de son ancienne gloire. Au-delà de tous les efforts de la reprise des opérations, la société n'est toujours pas en mesure de retrouver sa prospérité d'antan. De nombreux anciens employés attendent toujours les paiements de leurs pensions et les habitants de la région ne ressentent plus les effets positifs de la reprise des activités de l'AMIBA. Actuellement, la minière de Bakwanga ploie sous un passif lourd estimé à plus de 400 millions de dollars. Il s'agit principalement d'une dette sociale et financière qui paralyse ses activités. Son passif social est lourd, arriéré des salaires impayés des agents et travailleurs, cumule des impayements évalués à plus de 240 mois de salaire. Ce niveau d'endettement effraie les investisseurs privés qui hésitent à injecter des capitaux dans une entreprise surendettée. Actuellement, diverses enveloppes allant de 50 millions à 70 millions de dollars ont été promises par le gouvernement congolais qui détient 80% des parts de la société pour traiter le passif social et relancer l'outil de production, mais les actionnaires dont l'État conditionne l'utilisation de ces fonds à un audit général pour évaluer précisément la structure de la dette et garantir une gestion transparente. Actuellement, la relance de la société minière des Bakwanga repose sur un plan minimum de redressement évalué à 70 millions de dollars, mais pour réussir, la stratégie s'articule autour des 5 axes majeurs, notamment la certification des réserves minières, la sécurisation des concessions pour stopper l'exploitation illégale, la modernisation des équipements, l'appurement des arriérés des salaires et une gestion transparente pour atteindre l'objectif de production fixé à plus de 2,4 millions de carats, la sécurisation des périmètres et la diversification des actifs. Ainsi, face à ce défi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a jeté son dévolu sur le professeur André Kabanda, qui l'a élevé au rang des directeurs généraux de la minière. Ministre près le président de la République, dont le gouvernement de la coalition FCC cache, André Kabanda est à la fois docteur en médecine et docteur en sciences biomédicales. Il détient également un diplôme d'études spéciales en droit de l'homme. Il a travaillé comme un néphrologue en Belgique à la clinique Edith Cavell, à la clinique Delta et à l'hôpital de Brennel où il a occupé les postes de chef de département
des néphrologies, dialyse et transplantation rénale. Sur le plan scientifique, André Kabanda est également auteur des 2 ouvrages et plusieurs articles sur la politique de la République démocratique du Congo, notamment Etienne Tshisekedi et son combat pour un état de droit au Congo-Kinshasa et l'interminable crise du Congo-Kinshasa. Origine et conséquences. Sur ces plateaux, le DG de l'AMIBA va essayer d'expliquer aux Congolais: est-il possible de relancer l'AMIBA? Quelles en sont les perspectives? Quelle est la solution réelle pour la relance? Quel est son niveau de production actuellement? Quels sont les défis et obstacles qu'il lui reproche le conseil d'administration? Moi, je suis très frappé par tout ce que je viens d'écouter. En tant que Congolais, et en tant que ressortissant du Kasaï, et en tant qu'Africain, enseignant comme vous, qu'est-ce qui a péché pour que l'AMIBA soit où elle est là maintenant? Je vais d'abord vous remercier pour cette invitation que vous nous avez lancée pour pouvoir parler de l'AMIBA. C'est une occasion que je ne pouvais pas rater parce que parler de l'AMIBA, pour moi, c'est comme si je veux parler de quelque chose de fondamental pour les grands Kasaï. Et c'est fondamental ce qu'on va dire aujourd'hui. Je crois que la présentation nous a déjà donné c'est une idée transversale de ce qui s'est passé depuis 1961. Mais c'est important parce époque de Kasavubu, époque de Mobutu, époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila et maintenant de Félix Tshisekedi, fils du Kasaï oriental, a fortiori, fils de l'AMIBA. C'est ça. Donc je disais que ce qu'on a présenté et les éléments qu'on a donnés par rapport aux causes qui expliquent que l'AMIBA se trouve là où elle est aujourd'hui, c'est important de ne pas banaliser cela. L'AMIBA a été le poumon, je ne peux pas répéter ce qu'on a dit, et à partir d'un certain moment, toute cette ampleur, toute cette brillance de l'AMIBA a commencé à décliner. Causé par qui et par quoi? Je dirais, pour moi, le premier élément, c'est le fait, je ne parle pas de crise économique, hein, tout ça, crise financière. Le fait que les Blancs de la Sibeka, les Belges, qui s'occupaient de la géologie et de la commercialisation, sont partis. C'est déjà un premier problème qui a fait que on ne pouvait pas assurer tout cela. Deuxième cause, on vous l'a dit, non seulement MIBA est arrivé au secours de la GECAMIN, l'effort de guerre, c'est la seule société congolaise qui a disponibilisé des fonds, des liquides pour l'achat de ce que vous savez, des armes, pour et en contrepartie des partenaires, dont les Zimbabwéens, soutenir l'effort de guerre. Voilà ce qui a fait que, après avoir libéré toute sa liquidité, sa trésorerie, il fallait au moins qu'on puisse renflouer. Ça n'a pas suivi. Et à l'époque, était Moukamba à la tête. Quand Mzee arrive, c'est Moukamba qui a mis cette quand Mzee est arrivé. Oui, de Mzee. Moi, je l'ai reçu ici. Il a parlé de plusieurs millions de dollars qui étaient disponibles quand Mzee est arrivé. Et après lui, tous ceux qui se sont succédés n'ont fait que piller et mal gérer l'AMIBA. Je ne veux pas commencer à lancer non, c'est l'observation. C'est les commentaires. Le vieux Moukamba, j'ai discuté avec lui, le patriarche. Il avait effectivement, il y avait de l'argent dans la caisse quand Mzee est arrivé. Non seulement ça, il y avait des diamants dans les coffres forts. Des pierres. Voilà. Et donc tout ça, ça a été utilisé pour une bonne cause. On ne va pas dire que ce n'était pas une bonne cause parce qu'il fallait soutenir la guerre. Oui. Il faut aller défendre le pays. Ça a été fait. Mais, malheureusement, on n'a pas pensé à renflouer les caisses de l'AMIBA. Et qu'est-ce qui est arrivé après ça? On ne pouvait plus renouveler l'outil de production. Tous les engins ont commencé
Tombé en panne. Tombé en panne. Toutes les chaînes de production ont commencé à se déglinguer. Jusque là, on est arrivé en 2008, 2010, l'arrêt total des activités. Alors, une société minière, pour qu'elle soit relancée, sans financement, c'est impossible. Sans financement, et quand je dis financement, c'est pas n'importe quel financement. Janine Mabunda, ministre du portefeuille, avait injecté pour les comptes de l'État à l'époque 10 millions de dollars. En 2009. Monsieur Jean-Marie Kassamba, quand on dit que tout l'outil de production est tombé, rien qu'une chaîne de production, elle vaut entre, à l'époque de Mme Mabunda, entre 5 et 8 millions. Mais donc 10 millions, on met dans une chaîne de production, on arrête. On ne fait rien d'autre. Parce que la société comme l'AMIBA, quand on dit qu'à l'état où elle était, rien que le fonds de roulement, ce n'était pas moins de 2, 3, 4 millions de dollars par an. Fonds de roulement. Fonds de roulement. Pour que ça tourne. Pour que ça tourne. Alors, si on prend chaîne de production à cette valeur-là, ajouter les engins de production, un seul engin de production, les vrais engins de production, ce n'est pas moins de 400, 500 000 dollars. La société comme l'AMIBA a tourné avec 30, 40 unités, rien que des engins de production. Ça peut aller au-delà parce qu'il y a plusieurs types d'engins de production. Parmi les causes, parce qu'on est en direct, vous savez que vous êtes suivi à la fois en Bujumaï, les gens de l'AMIBA vous suivent là. Tout à fait. Au Kasaï oriental, j'ai des gens du gouvernorat qui disaient nous allons suivre tout ceci de près et on va réagir. On dit également que c'est vous les Kasaïens qui avez spolié le patrimoine de l'AMIBA. Polygone a été spolié, y compris par les officiels. Il y avait là-bas ce qu'on appelait les suicidaires qui entraient dans les installations de l'AMIBA, qui cassaient, qui pillaient l'AMIBA. Aussi au vu de tout le monde. Hein. C'était en quelque sorte une mafia organisée pendant plusieurs années. Vous savez, quand la société a vu ces engins se déclinquer, 2008, 2010, l'arrêt total, ces gens, il fallait qu'ils puissent trouver de quoi vivre. Mais dire que c'est cette spoliation-là qui elle a peut-être aggravé la situation de l'AMIBA. Mais on ne peut pas dire que c'est cette spoliation-là qui a amené l'AMIBA. Ici, on a dans les installations de l'AMIBA, on pille, on jusqu'à Polygone MIBA, on dit même les maisons des agents, à la cité MIBA a été maintenant livrée aux locataires, sous-locataires, etc. Tout ceci fait partie des mots qui ont gangréné l'AMIBA. Je pense qu'il ne faut pas mélanger, on ne doit pas mélanger les choses, parce que les spoliations des concessions foncières, à l'époque, ça n'existait pas. C'est une histoire qu'on peut dire relativement récente. Donc, la spoliation de polygones, les gisements miniers, ça a existé. Depuis les années 80. Peut-être pas avant, quand il y avait les blondos. Voilà. Quand la sécurité de l'AMIBA. Le polygone était clôturé, sécurisé, on ne rentrait pas comme c'est maintenant un marché ouvert, on entre, on sort. Mais, je vous dirais que sur le polygone, l'AMIBA a 3 types de gisements. Les gisements qu'on appelle les détritiques, c'est dans Touva, alluvionnaire, et la kimberlite. La kimberlite, c'est ce qui a fait de Botswana ce qu'elle est aujourd'hui. Et la kimberlite de l'AMIBA n'a jamais été réellement exploitée. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment exploitée. Et cette kimberlite-là, les creuseurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'arriveront pas. Parce que c'est dans la roche. Dans la roche. Oui. C'est dans la roche qu'il faut aller, sous terrain. Mais donc, la kimberlite, c'est
un peu l'avenir de l'Amiba aujourd'hui. On ne peut pas dire jusqu'au Kassai occidental, jusqu'au Kassai central. Oui, on a des kimberlites un peu partout. Oui. Mais la forte concentration, c'est sur le polygone. On a 13 massifs kimberlitiques sur le polygone. Mais nous avons des massifs kimberlitiques en dehors du polygone. Mais ceux-là, comme certifiés, tous les massifs. Certifiés. Non, justement, comme ceux de polygone, on n'en a pas encore exploré, certifié pour dire que dans ces massifs, nous avons autant de réserves. Il y a un seul massif, c'est le massif 1, peut-être le massif 5 aussi, qui ont fait l'objet de... certification. Pas certification, exploration, pour pouvoir évaluer, estimer les réserves. Le massif 1, qui est notre cible actuelle, parce que si on relance l'Amiba, nous allons nous attaquer au massif 1. Il y a à peu près 90 millions à 100 millions de carats de diamants dans ce massif. Disponible aujourd'hui. Disponible. Mais dites-moi, monsieur le PDG, nous sommes aujourd'hui en direct et les gens le suivent. Il faut qu'on comprenne par où est passée cette faillite de l'Amiba et surtout tous les plans de relance, pourquoi ces plans ont failli. La Gécamine était dans la même position. La Gécamine a été relancée. On a même donné des concessions. Il y a ce qu'on appelle les joint ventures avec des sociétés étrangères. La Gécamine, en contrepartie, a même investi à l'Amiba. Si, on a parlé de l'histoire de 5 millions. 5 millions, c'est l'histoire. Dites-nous pourquoi tous les plans de relance de l'Amiba ont échoué. J'ai compris le dernier qui est en cours. Alors, pourquoi ça échoue? Je pense que la situation de l'Amiba, on l'a laissé un peu se dégrader et aller trop loin. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener au polygone, toutes les chaînes de production sont devenues des squelettes vétustes en ferraille. Non, des squelettes carrément en ferraille. On a démonté Tout a été démonté. Tout a été démonté. Nous avons aujourd'hui une seule chaîne de traitement de minerais qui s'appelle le distillé. C'est la seule. Et qui fonctionne au minimum de sa capacité. Parce qu'au lieu d'arriver jusqu'à 150, 200 mètres cubes par heure, on traite 75 à peine, on arrive à 80. Donc, tout a été détruit. Cannibalisé. Et donc, maintenant, on parle de plan de relance. Oui. Il y a un plan valable qui a été fait. Lequel le plan Copyrep, on en a parlé dans... Oui, avec Ménel Mabunda. Oui. Plan Copyrep qui a été évalué à 480 millions de dollars. Et ce plan prenait en compte le passif, qui est, comme on l'a dit aussi, assez important. Mais nous avons, une de notre réalisation, c'est de pouvoir être arrivé à déterminer avec précision cet actif, c'est-à-dire les arriérés, les décomptes, etc., la nourriture, parce que les travailleurs de l'Amiba avaient à l'époque... Ils mangeaient, ils étaient pris en charge. 280 millions à peu près. Seulement, c'est quand même beaucoup. Mais donc, les 280 millions de la pousse, ceux qui nous suivent, c'est la moitié du bâtiment du centre financier. Oui. La comparaison, je ne... C'est qu'on prend ces bâtiments-là. Tout à fait. 600 millions de dollars, c'est la moitié du plan de relance de l'Amiba. Mais, sauf que les 280 du passif, si on met les 280 de passif, c'est pas comme si on a construit un immeuble qu'on peut exploiter, qu'on peut rentabiliser. Jusque-là, c'est un peu la différence. L'immeuble, on l'exploite pas du tout. Ben oui, non, c'est au nom. On l'a fait donner aujourd'hui. Mais donc, ce plan a été valable, mais irréalisable. Pourquoi dans la situation? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que 480 millions, je pense que ça n'a pas été possible pour le gouvernement de sortir 480. Je suppose, parce que je n'étais pas au gouvernement, donc je ne sais pas pourquoi, mais je suppose que le 480 millions
ne pouvait pas être sorti à cette époque-là. Voilà pourquoi, quand nous sommes arrivés, nous avons exploité ce plan. On a dit, mais si on n'a pas su sortir 480, il faudra qu'on soit un peu plus intelligent pour ne pas mettre le gouvernement au pied du mur, qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. Voilà pourquoi on parle de plan de 100 millions qu'on a fait tout de suite quand nous sommes arrivés. Oui. Ce plan, on aurait aussi pu l'exécuter moyennant contrat achat-vente. Mais ça n'a pas non plus marché. Et en 2024, milieu de l'année, nous avons été relancés par le ministère de tutelle pour dire revoyez votre plan là pour être un peu plus raisonnable. Voilà où nous sommes descendus à 70 millions. Moi, j'ai reçu ici le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Monsieur Kazadi, à qui j'ai posé cette question. Il a dit, mon plan est le meilleur, elle est bon. Parce que je paye à la fin de chaque mois 2 millions de dollars disponibilisés pour la MIBA, par la fois pour faire face aux charges, mais aussi pour relancer la machine. Pourquoi le plan financé par Kazadi n'a pas fonctionné aussi? Ben, je ne sais pas si c'était un plan qui était financé par le ministre Kazadi. Je pense que le Congolais. Non, je crois que c'est le terme n'est peut-être pas exact. Au moment où les travailleurs de la MIBA n'avaient rien, n'avaient pas de salaire, tout ça, le chef de l'État a demandé au gouvernement qu'en attendant la relance de la MIBA, il faut qu'on accorde à la MIBA 1 million de dollars. À l'époque, c'était 2 milliards de francs congolais par mois. Pour faire quoi? Payer ce que j'appelle ici les forfaits, donc le petit rien pour qu'ils puissent survivre et fonctionner. C'est ça que le ministre Kazadi a payé. Donc il ne finançait pas le plan. Et cet argent, vous ne servez que pour les salaires et les traitements des employés? Ça servait. Pas pour relancer les activités de la MIBA. Mais je vous ai dit ici, rien que la chaîne de production, nous sommes dans les millions. Mais un seul million, quand on enlève 700 à 800 000 dollars pour payer seulement les travailleurs, sans compter les autres aspects urgents, parce que c'est quand même une société, une grande société, avec 2300 personnels. Qui sont agents. Qui sont inactifs. J'en conviens, oui. Mais ce n'est pas... Parmi eux, il y a excusez-moi du terme, des vieux ingénieurs, des vieux techniciens, qui ne vont même pas au bureau, mais qui viennent chercher le salaire à votre bureau, enfin. Ce n'est pas un salaire. C'est pas un salaire parce que ces gens, on peut dire aujourd'hui, M. Jean-Marie Kassamba, on laisse tomber la MIBA. Il faut leur payer. Il faut leur payer des comptes. L'argent va sortir où? Alors, voilà pourquoi on ne peut pas négliger ces gens, dire on ne peut pas leur payer puisqu'ils ne font rien. Non. Il faut relancer la... Mais il y a eu des cas à l'époque, LAC, Persona, M. Rubin Okende avait relancé le LAC, qui avait aussi le passif comme la MIBA. Je ne connais il y pas a eu le cas de l'OGFREM, qui a été relancé. Moi, je vous repose la question autrement. Je ne sais pas si c'est les exemples que vous donnez. Quelle était l'importance de leur fonds de relance? Ce sont les sociétés. Et l'importance de leur passif. On a créé Congo Airways à la place du lac et on a versé, on va dire, dans la tête intérieure ce qui revenait aux ex-employés du lac, etc. Ça a été plutôt par rapport à Dieu parce que Congo Airways existe. Mais moi, je vous pose cette question autrement. Vous avez été ministre dans les gouvernements Ilunkamba, près du président de la République. Ça veut dire que vous étiez l'oreille du président et vous avez nommé parce que vous avez une certaine expertise du Kassai, parce que vous connaissez tout ça de la MIBA, parce que vous êtes un docteur, un professeur, quelqu'un de très haut niveau. Et quand il fallait maintenant remettre en place le nouveau comité de gestion de la MIBA, on a fait appel aux vertébrés, entre guillemets, dont vous et Charles Okoto. Je pense que Félix Tshisekedi, dans sa tête, se disait, il vaut mieux prendre des gens, non seulement du Kassai, mais
qui ont déjà dirigé cette société, qui connaissent les réalités, comme Okoto, comme vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre comité de gestion? Mais je crois que vous avez parlé du plan, on n'a pas beaucoup avancé par rapport au plan. J'aimerais quand même qu'on termine l'aspect du plan. Vous voulez rajouter le plan qui a fonctionné. J'aimerais qu'on termine l'histoire du plan parce que c'est important. Il faut que on va revenir sur votre question. Je veux bien, le plan. Parce que quand vous dites le vertébré, je ne sais pas à quoi se réfère le terme. Le vertébré, c'est-à-dire les anciens de l'AMIBA ou ceux qui connaissent l'AMIBA. Ceux qui connaissent l'AMIBA. Je n'ai pas travaillé à l'AMIBA, donc je suis... Vous êtes ressortissant du CASA et expert. Oui, mais je n'ai pas travaillé à l'AMIBA. Mon expertise tient de la globalité de mon savoir, mon bagage intellectuel. Donc j'ai été gestionnaire dans les structures médicales. J'ai géré des départements, j'ai géré des personnes, j'ai géré de Monsanto en Europe. Et avec de bons résultats. Et j'étais en Europe, je n'étais pas un jobiste, hein, je travaillais, j'avais un salaire, je payais les impôts. Donc, ici pour dire que quand on parle parfois de dire 2 millions de dollars que le DG aurait, ça me fait rire, ça me fait sourire. Oui, mais donc, le plan de 70 millions, on l'a fait. Ce plan, comme on l'a dit dans le reportage, oui. Nous avons arrêté cette priorité. La première priorité, c'est l'outil de production, la chaîne de production. Il faut acheter une nouvelle chaîne. Est-ce que vous l'avez fait? Mais on n'a pas. Nous avons fait toutes les études préalables. Oui. Tous les préalables ont été y compris arrêtés. Les fournisseurs. Nous connaissons le fournisseur qui a été sélectionné par appel d'offres de marché. Nous avons reçu tous les documents sont en ordre. Nous avons un fournisseur sud-africain avec une chaîne de production neuve. Pourquoi neuve? Parce que avec une chaîne neuve comme ça, nous sommes à l'abri de problèmes de panne ici, panne à gauche, maintenance, au moins pendant 5 ans. Et avec une certaine garantie de réparation au cas où. Avec le fournisseur, oui. nous allons avoir justement des garanties. Service après-vente. Après-vente. Et si nous avons quelques engins de qualité qui nous permettent de nous attaquer à la kimberlite, moi je crois la production allait remonter assez rapidement. On va remonter, on va. Maintenant, on ne peut pas régler le problème des passifs dans le même temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les 70 millions qui vont nous permettre d'avoir tout de suite 280 millions pour régler le problème des passifs. Voilà pourquoi nous disons que même un enfant qui commence à marcher, c'est petit à petit, pas à pas. Pas à pas. Nous commençons avec 70 millions. On entre en production. Parce que maintenant, la société est à l'arrêt. On ne peut pas avoir des investisseurs, des véritables investisseurs qui sont intéressés par quoi? Peut-être pas par le diamant seulement, parce que n'oublions pas que l'AMIBA a un portefeuille d'actifs miniers de 73 titres. Ah oui? Oui. 73 titres. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Eh bien, malheureusement. Vous voulez lever le fonds avec ces actifs-là? L'AMIBA a été focalisée sur le diamant uniquement depuis des années. Or, dans cet actif, nous avons quoi? Nous avons le cuivre de Kabaye-Kamouan qu'on vient avec lequel... Ça vous appartient? Ah ben oui, ce sont les actifs MIBA. À Kabaye-Kamouan? À Kabaye-Kamouan et Mabi. Ça, c'est les... Mais rien qu'avec ça, on peut lever des millions. Voilà sur le marché financier. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut commencer, quand je dis l'enfant pas à pas, c'est que si un enfant commence à marcher, les parents sont contents. Même les voisins commencent à s'intéresser à cet enfant. Mais donc nous disons, en commençant peu à peu, nous allons avoir les investisseurs qui vont s'intéresser, qui vont regarder l'AMIBA. Et nous allons négocier avec ces gens, pas pour exploiter les diamants. On ne va pas continuer à perdre du temps avec le diamant. Enfin, perdre du temps, c'est une manière de parler. Parce que le diamant avionnaire est quasi terminé là-bas. Il y a une misère noire. On va s'attaquer à la kimberlite. Il n'y a plus rien maintenant. Mais le diamant, l'avenir du diamant n'est pas aussi florissant qu'il l'était il y a quelques années. Pourquoi? Parce que non seulement sur le marché international, la cote n'y est plus tellement, mais le diamant synthétique est là. Le diamant artificiel est là. Il prend de plus en plus de la place. Avec les mêmes propriétés. Avec les mêmes qualités, tout.
Qui peut faire le même travail que les diamants. Voilà pourquoi nous nous disons, ceux qui vont venir, ceux qui vont commencer à s'intéresser à l'amiba, nous allons aller vers cuivre, cobalt, chrome, nickel, l'or, manganèse, tout ça, nous avons. Et les joint ventures vont nous permettre de faire de sorte que, avec cette exploitation diversifiée là, nous pouvons avoir 40 à 50% du chiffre d'affaires de l'amiba. Dites-moi un tout petit peu, parce que quand vous dites, vous parlez comme ça, les gens qui étaient désespérés de l'amiba vont dire, mais il y a des possibilités de relancer cette société. Totalement. Il y a des possibilités de faire un plan social, de payer ses anciens employés, ses anciens ingénieurs, ses techniciens. Il y a moyen de moderniser ce qu'on appelle les cités MIBA. C'est un autre aspect. Pourquoi, et au gouvernement, et à la présidence de la République, et dans l'élite kassaïenne, personne ne pense ça? Je pense que, sincèrement, c'est ma lecture personnelle, je peux me tromper. Oui. Je pense que les économistes, sur le plan purement économique, ont eu raison de dire, à un certain moment au chef, que l'amiba, il ne faut plus continuer à dépenser l'argent pour l'amiba. C'est perdu. C'est perdu. Ça, je le dis. C'est le gouffre. Je le dis en vous regardant, c'est le gouffre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tentatives. Vous mettez ça passe, non, ça s'en sort jamais. Je suis médecin. Quand il y a une plaie et qu'on met des médicaments homéopathiques, le patient ne va pas guérir. Au contraire, il va s'aggraver. Voilà pourquoi nous disons 5, 10 millions, ce n'est pas ça qu'il faut. Voilà pourquoi nous sommes focalisés sur les 50 millions. Ça ne suffit pas. Mais il a compris. Je pense que le président aujourd'hui, il est avec nous parce qu'il a, non seulement le gouvernement a accepté 70 millions, qui est la valeur, qui est le coût du plan, oui. Mais il a dit 50 millions à compte. Pourquoi? Parce que 50 millions, ça peut nous permettre tout de suite de faire quelque chose. Et avec ça, nous pouvons, comme je viens de le dire, diversifier. Avec les actifs. Et faire en sorte que, parce que n'oublions pas que même ce personnel l'amiba, il a vieilli. Hein? Il faut renouveler. Bien sûr. Mais il faut trouver des solutions pour que ceux qui ont donné de leur santé, leur vie, soient quand même désintéressés. Et ça, nous devons trouver. Et donc, dire que l'amiba doit mourir de sa belle mort, moi je dis non. Voilà pourquoi je continue à transpirer pour l'amiba. Alors, je mets des carcasses pour l'amiba. Pourquoi? Parce que le président de la République a fait de la relance de l'amiba son cheval de bataille. Mais son cheval de bataille, il a 8 ans de mandat. Oui, mais... Il a fait combien de meetings? Paris ne se construit pas en un jour. Attendez. Paris ne s'est pas construit en un jour. Au Katanga, oui. Allez, Lualaba... Lualaba n'est pas devenu comme ça en un jour. Il y a des sociétés qui se créent en 3 mois. Et le lendemain, il y a des engins, c'est relancé, il y a des activités, il y a de l'argent. Une seule société pour les Kasaï, rien ne marche, malgré l'élite, malgré vous, les experts, malgré les plans, malgré tout. Une seule société. C'est ce qui justifie l'exode rural. Enfin, les exodes vers d'autres provinces. Vous avez entièrement raison. Oui. Mais est-ce que c'est seulement le problème des hommes? Une société minière, vous dites vous-même, les engins un peu, il faut des moyens. Je viens de vous démontrer par A plus B qu'il faut 2 moyens minimum. Parmi les questions que je reçois, quelqu'un m'a dit, le problème de l'amiba, c'est la malédiction du Kasaï. Non. Ça, c'est... La malédiction du diamant, je peux encore comprendre. Hein? Non, du Kasaï. Le diamant apporte parce qu'on avait dit autrefois, Mobutu puisait le diamant de l'amiba pour aller faire la fête, pour s'enrichir, etc. C'est pour ça qu'il mettait des dirigeants là-bas qui n'étaient pas des Kassaïens. Mouzé a puisé pour faire la guerre. Pendant, Joseph Kabila s'attendait parce que les gens disaient qu'il avait puni les Kassaïens de l'opposition, etc. Et on a dit, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, fils du Kasaï, il allait, par orgueil et par revanche et par volontarisme, relancer l'amiba pour donner du travail à ses frères, pour relancer cette province.
Voilà pourquoi à part je la dis- voirie de la MIBA qu'il a refaite. Bah, c'est déjà quelque chose. Oui, mais à part la voirie, C'est déjà quelque chose. qu'est-ce que les gens de la MIBA peuvent retenir du mandat de Tshisekedi? Eh bien, je pense que les 50 millions sont à la porte de la MIBA. Je pense que c'est ça. Mais ça Je fait- ne peux pas mais ça moi, fait plus croire d'un an. que... Il a dit pendant la campagne électorale. Oui, mais il y avait, comme nous venons de le dire ici, la MIBA était dans un gouffre. Vous savez, le temps que nous avons passé à la MIBA pour les préalables dont je parle, c'est des problèmes énormes. C'est des problèmes importants. Alors, moi, je vais jouer un peu l'avocat du diable aujourd'hui. On dit le problème de la MIBA, c'est aussi l'égocentrisme des dirigeants, le mélange des genres. Vous avez les comités de gestion. Vous avez comme président du conseil d'administration qui doit être passif, qui gère à la place du directeur général. Vous avez le directeur général qui n'a pas les moyens de sa politique, et en même temps, chacun essayait de mettre des bâtons dans la roue de l'autre pour que ça ne fonctionne pas. C'est suicidaire tout ça. Pour ce qui me concerne, je ne peux pas adhérer à c'est l'observation de tout le votre monde. dernière déclaration, que l'un est en train de mettre les bâtons dans les roues de l'autre, l'un est en train de mettre les bâtons dans les roues de l'autre pour ne pas que ça tourne. Moi, en tant que directeur général, je suis le gestionnaire de la société, gestionnaire au quotidien. C'est moi qui gère la MIBA. Le PCA est censé diriger le conseil d'administration. Ponctuellement, Et le conseil d'administration de temps en temps. dirige la stratégie de la société. Donc moi, je ne peux pas envier le président du conseil d'administration parce que je gère. Et donc, je ne vois pas comment je peux mettre les bâtons dans les roues. Alors pourquoi PCA. pourquoi on met les bâtons dans les vôtres? Ici, je vous ai expliqué pour ce qui concerne notre PCA actuel, il a été PAD. Oui, de la MIBA. Je pense que C'est pour ça aussi que Félix Tshisekedi l'a nommé, parce que Charles Okoto a été PAD de la MIBA pendant la guerre avec Mouzé. C'est lui qui sortait les moyens pour la guerre, et il connaît les réalités, il savait d'où vient l'argent, où est-ce qu'on vend les diamants, etc. C'est pour ça qu'entre autres, on l'a mis là. Voilà, Pourquoi ça ne marche pas avec vous? Voilà, je dis, mais on ne peut pas dire que ça ne marche. On nous fait un procès d'intention là. Parce que, qu'est-ce que nous avons eu à gérer finalement? Des miettes qu'on donne pour payer les gens qui cherchent. Mais non, la société MIBA a besoin, c'est une société minière, a besoin de fonds pour sa relance. Des fonds sérieux. Mais donc, Sérieux. je crois que le minimum dont on a parlé de 50 millions, c'est vraiment le strict minimum. Vous pouvez poser la question à n'importe quel ingénieur, géologue, n'importe qui. C'est pas les miettes là, de 2 millions, tout ça. Ce n'est pas ces 2 millions. On ne peut pas Que se battre pour gérer 2 millions. pour se donner un train de vie. Si on commence à se battre pour gérer les 2 millions, je peux comprendre que la malédiction dont vous parlez, elle est valable. poursuive. Elle est valable. Mais moi, je ne peux pas descendre à ce niveau-là. Parce que 2 millions, non seulement ça ne suffit pas pour relancer quoi que ce soit à la MIBA, parce qu'on va même jusqu'en dessous pour dire, mais il reste 300 000, mais 300 000, on peut faire ceci. Vous parlez de 300 000 $ dans une société? On peut faire quoi dans une société comme la MIBA? Et donc, pour le PCA, comme vous avez donné, notre PCA actuel, je pense que le fait d'avoir été PAD à la MIBA, ça ne le sert pas. Pourquoi? Parce qu'il a géré. Il gérait au quotidien. Ils étaient le seul maître à bord. Pas de conseil d'administration, pas de directeur en dessous. C'est lui-même qui ordonnait, qui connaissait, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on lui demande d'être quoi? Stratégie, contrôle. Ben, ça pose un problème. Mais il descend, la gestion ça pose un problème. Voilà pourquoi il est difficile à ne pas comprendre qu'un PCA ne peut pas descendre dans la gestion. Est-ce que c'est fait à dessein pour que Kabanda ne réussisse pas comme directeur général? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez fait prévaloir vos prérogatives qui contiennent dans votre ordonnance? Par votre hiérarchie?
L'ordonnance... Le ministre des tutelles, le chef de l'État et les services compétents. L'ordonnance qui nomme dit PCA tel, directeur général tel, directeur général adjoint tel. Oui. Et puis les administrateurs. Oui. Les administrateurs, on n'en parle pas parce que leur travail, c'est devenir... assistant. Alors, directeur général, PCA, directeur général adjoint, les attributions sont définies dans le statut. Ce n'est pas l'ordonnance qui définit les attributions. Dans de le chacun. statut Le de la statut de la société. MIBA, c'est bien clairement défini. Plus encore, notre pays a adhéré à l'OA. Oui, à l'OADA, effectivement. Et l'OADA est clair. La comptabilité de gestion des entreprises. L'OADA est clair. Les gestionnaires de la société, c'est le directeur général. C'est lui qui donne l'orientation, la stratégie et contrôle, c'est le PCA et le conseil d'administration. C'est aussi clair. Mais non, nous sommes des humains. Hein? Nous ne sommes pas infaillibles. Alors, vous m'avez posé la question si est-ce que c'est fait sciemment pour que Kabanda ne réussisse. Oui, c'est la question principale. Moi, je peux me poser la question. Tout le monde se pose. Je peux me Parce poser qu'en la question. Bujumaï, moi j'étais en Bujumaï, je vais en Bujumaï régulièrement. Les gens me disent, mais c'est duel à la tête de la MIBA. Okoto, Kabanda, dessert les intérêts, non seulement de la province, de la société, des employés, l'égocentrisme de l'un et de l'autre, et leur, excusez-moi du terme, pas souci, mais collaborateurs, font que la victime, c'est la MIBA. L'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on a un ego un peu surdimensionné. Oui, le PCA dit c'est moi le patron. Voilà. Le directeur général dit c'est moi que la loi reconnaît pour la gestion. Mais c'est ça. Pourquoi j'ai parlé de l'OADA? L'OADA est clair. C'est lui qui dirige la société, c'est le directeur général. Il gère, il dirige la société. Le PCA gère ou préside le conseil d'administration. Et le conseil d'administration gère la stratégie de la société. Si on se limite à ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais là où le problème arrive, c'est quand on fait une lecture un peu biaisée, en disant, par exemple, je donne un exemple, le conseil d'administration a des pouvoirs les plus étendus. Non. Non, mais il y a des gens qui disent comme ça. Hein. Il y a des gens, moi j'ai entendu, raccordement frauduleux. Parmi mes collègues administrateurs, le conseil d'administration a le pouvoir le plus étendu. Ça veut dire quoi? Je pose la même question. Mais ce pouvoir le plus étendu, le WADA donne le même pouvoir le plus étendu au directeur général. Le directeur général a le pouvoir le plus étendu. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce pouvoir le plus étendu s'arrête là où les attributions de l'autre commencent. Et nous devons avoir l'humilité, je ne sais pas, de reconnaître ça et d'accepter. Parce que nous ne sommes pas là pour nous sommes là pour la société que nous allons diriger. Et nous sommes là pour les travailleurs, la population. Et je pense que si cet aspect de la compréhension des textes qui régissent la société est résolu, il n'y aura pas de problème. Mais l'inspection, au niveau du ministère des portefeuilles, qui doit contrôler un peu tout ça, le gouvernement, je sais qu'au niveau de l'ANER, il y a un service de l'intelligence économique. Les conseils du président, personne ne voit pas tout ça. Il y a beaucoup de copinage. Non, je ne sais pas pourquoi vous dites ils ne voient pas ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais parce que ça bloque le fonctionnement de la MIBA, ça bloque la relance de la MIBA, ça bloque même les bonnes volontés de ceux qui veulent que la société fonctionne ou tourne. Non, ça bloque quand... Comme vous le dites là. Non, ça bloque quand les uns et les autres... Général, je vais appliquer mon plan. Mais jusque maintenant, j'ai appliqué ce plan. Moi, jusque maintenant, j'ai fonctionné. On peut dire tout ce qu'on veut, mais mon fonctionnement est conforme au texte de la MIBA et à l'OADA. Et je prends un soin méticuleux pour respecter cela. Mais le problème arrive quand certains d'entre nous, parce qu'il n'y a pas que la MIBA, beaucoup de sociétés du portefeuille ont le même problème. Oui, il y a les états généraux des gens de chez tous les pieds. Oui. Mais donc,
il faut que... On a dit la même chose à la SNEL. Hein? Il faut que le ministère de tutelle... Moi, j'ai déjà posé cette question, non seulement au ministre de tutelle, mais au Copirep. Cette agence, cette agence technique, c'est vraiment pour aider les entreprises de portefeuille. Organiser des séances d'explication aux mandataires. Voilà, vos attributions commencent ici, ça s'arrête là où commence celle de l'autre. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité de comprendre les choses et de les suivre. Dites-moi, le président Tshisekedi a l'habitude de suivre cette émission. Il vous écoute. J'en suis heureux. Qu'est-ce que vous avez à dire pour sauver la Miba? Alors, une seule chose. Qu'on libère les fameux financements 50 pour millions. la relance de la Miba. Mais on dit on a créé une société de gestion de cet argent. Les gens se disputent, enfin, la gestion de cette société et les moyens, parfois, les gens gèrent ce qui est décaissé pour leurs intérêts personnels que pour l'équipement de l'AMIBA, pour la relance de l'AMIBA. C'est pour ça qu'on freine. Vous nous avez tensé ici PCA et DG pour le respect. Il y a une structure parallèle qui gère ces Voilà, c'est ça le problème. Il ne concerne pas que le DG et le PCA, il concerne aussi ceux-là qui créent ce genre de structures. C'est illégal. C'est totalement illégal par rapport au texte de l'AMIBA. Parce que ce sont les moyens qui appartiennent à l'AMIBA. Voilà. Qui doivent être mis à la disposition de l'AMIBA. Voilà. Dès lors que ce sont des moyens de l'AMIBA, l'OADA dit qu'il n'y a que 3 organes statutaires qui peuvent gérer l'AMIBA. C'est l'Assemblée générale des actionnaires qui ne gère pas, mais qui impulse la philosophie, les conseils d'administration, comme on a dit, qui donnent des orientations, qui contrôlent, et la direction générale qui gère au quotidien. Mais qu'est-ce que ça on ne voit pas la place d'une autre structure parallèle qui gérerait. Pourquoi on l'a créé? C'est une question qu'on peut poser à ceux qui l'ont... C'est pour pomper dans cet argent. Je ne peux pas affirmer ce genre de choses, mais toujours est-il que nous avons eu des débats sur cette structure-là quand elle a été créée. Oui. C'était au temps de ministre Boussa, en tant que ministre du portefeuille, et le ministre des Finances, qui est l'actuel. Fomba. Voilà. On a créé cette structure. Personnellement, j'ai expliqué que l'idée est peut-être bonne. Parce qu'on ne peut pas rejeter toutes les idées. Pourquoi bonne? Attendez, je vais arriver. Allez-y. Je vais arriver. C'est-à-dire que l'idée était de dire l'AMIBA, la relance AMIBA, c'est un projet. Le projet peut être piloté par une structure extérieure. Ad hoc. Voilà. Qui ne gère pas, mais qui pilote le projet. De la relance. De la relance. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais ça doit se faire en ambiance, en harmonie avec l'AMIBA, pour que tout le monde comprenne la même chose. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Mais si c'est un support technique, monsieur le directeur général, mais c'est sous votre gouvernance. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ça devait se faire avec l'accompagnement des organes statutaires de l'AMIBA pour que nous puissions voir est-ce que ça vaut la peine, Donc, ce sont des questions qu'on aurait pu examiner avant la création. Malheureusement, ça s'est fait dans le dos. Mais dites-moi, est-ce que c'était fait volontairement pour puiser dans cet argent? Ça, je ne peux pas dire. Parce que souvent, chez nous, on crée des commissions, on crée des structures ad hoc. Quand l'argent sort, il y a un ministre qui a payé certaines déclarations en disant oui, on se partage d'abord, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait, et puis on attend le projet après. Voilà. Est-ce que c'était fait à volonté? Donc vous dites au président Tshisekedi ce soir qu'on libérer c'est 70 millions de dollars. C'est 70 millions. Nous en avons besoin. Ça, c'est un. Oui. 2, il faut qu'un audit vienne faire l'état des lieux de l'AMIBA. Un audit général qui regarde quoi? Le fonctionnement sur le plan administratif. Le fonctionnement sur le plan financier. La technique. Le fonctionnement technique. C'est très important.
Cet audit. Et tous les aspects. On doit faire cet audit. Pourquoi? Ça fait plusieurs années que l'AMIBA ne tourne pas correctement. Donc toutes les procédures sont devenues obsolètes. Déréglées. Totalement déréglées. C'est même pas informatisé, c'est même pas structuré. Totalement déréglé. Non seulement ça, cet audit doit concerner aussi le personnel. Oui. On doit même évaluer. Savoir l'âge moyen. L'adéquation homme-projet, homme-poste. L'âge moyen de l'agent de l'AMIBA aujourd'hui est aux alentours de 55, 56. Donc ça veut dire que dans quelques années, on relance le temps d'entrer en production. Tout le monde est à la retraite. Et fatigué d'ailleurs. Voilà pourquoi. Même pas formé pour utiliser la nouvelle technologie. Pourquoi il faut faire tout ça, libérer l'agent, faire l'audit et nous permettre vraiment de partir sur un terrain sain. Si on fait ça, et qu'on démarre vraiment, moi je suis convaincu que les investisseurs qui ont, nous en avons tous les jours aussi qui viennent. Ils disent quoi? Qui ont besoin du passif, ou ils disent qu'on peut... Non, qui ont besoin d'exploiter les gisements de l'AMIBA, co-exploiter les gisements de l'AMIBA avec l'AMIBA. Moi, j'ai des demandes tous les jours ici de permis d'exploration, donc de recherche pour l'or, le cuivre, le chrome-nickel. Ils viennent tous les jours ici. Et donc, nous devons... Je pense qu'ils ont compris que l'AMIBA va être relancée. Voilà pourquoi ils reviennent. Dites-moi, et on va terminer. Vous avez demandé ces trois choses, ou deux choses au président Tshisekedi. Mais il y a l'entrepreneuriat privé aussi. L'entrepreneuriat privé, c'est-à-dire les gens qui ont des carrés miniers dans les Kasaï, tout à fait. Qui peuvent arriver avec des projets. Et c'est pour ça que quelqu'un, j'ai reçu ici, M. Kaporon, qui s'occupe de ce Amapé, qui a dit qu'il est parti à Kabaye Kamara voir cette affaire de cuivre et que bientôt, ils ont déjà des financements pour ça. Est-ce qu'ils vont puiser dans les patrimoines de MIBA? Je vais répondre... Où l'État souverain va dire, la MIBA reste un pas à côté, nous, on va relancer d'autres... Non, je ne peux pas répondre à la place de l'État, mais je vais répondre à la place de la MIBA. En disant quoi? Ailleurs dans le Katanga, on a une agence qui encadre comment on appelle les sous-traitants. Oui. Même les créateurs. C'est un mapé, c'est juste qu'on voilà. C'est encadré. Oui. Mais en Bujimaï, au Kasaï, ça n'existe pas. Si, il était en Bujimaï, Jean-Paul. Pas encore encadré, non. Ils ont des projets. Mais je pense que nous devrions le faire aussi. Au niveau de la MIBA, qu'est-ce que, personnellement, en tant que celui qui conçoit quand même les plans pour voir où va la MIBA, je pense que les creuseurs qu'on appelle clandestins ne sont pas clandestins, les artisanaux doivent être encadrés. Et ce n'est pas encore fait au Kassai. Non. Okay. Non. Et l'encadrement par rapport à... Mais la MIBA ne fonctionne pas. La MIBA ne fonctionne pas. Comment voulez-vous qu'on encadre ces gens-là? Et l'encadrement, pour moi, je voyais quoi? Au lieu que ces jeunes gens aillent creuser les diamants et vendre aux Libanais, aux Indiens, au rabais, la MIBA peut organiser tout ça, racheter ce diamant. Ce diamant des artisanaux. C'est une source de revenus. C'est une source de revenus pour les creuseurs. La MIBA qui reprend ces diamants, mélange avec sa production, augmente sa production. Et surtout si on augmente la production, et surtout si on arrive à obtenir d'aller vendre à l'extérieur, au mieux offrant. Mais la MIBA... Il y a eu aussi là-bas avec la société chinoise de Miyabi, la déréglementation de vente de vos diamants par des... Vous parlez de Sassim? Oui, Sassim, oui. Oui, mais... Voilà encore le mot de Kassai. Me reproche d'avoir retourné un shipment. Oui. Non, effectivement... C'était vrai ou pas? Non, c'est du n'importe quoi. Parce que vous, on vous reproche tout. Hein. Mais oui, mais je suis content. Votre train de vie... Il y a que... Mais mon train de vie, je l'ai depuis des années. Vous dites, mais lui, il est mieux... Il est tout le temps à Bruxelles. C'est ça que les employés souffrent. Est-ce que je peux changer mon train de vie parce que je suis arrivé au Congo? Non. Les habits, les cravates que je porte, je les ai eu depuis toujours.
j'ai les gravatisés, j'en ai en Europe. Donc, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Mais ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est Sassim. Le système que nous avions de vente de diamants, nos diamants, le système qui était instauré par le gouvernement, était mauvais. Ah, c'est mauvais. Ça veut dire quoi? Même contre le code minier. Le code minier dit que tous les exploitants de pierres précieuses ou de matières précieuses sont libres de vendre leur production 1000 francs. à qui ils veulent, au prix librement négocié et où ils veulent. Économie du marché. Avec le CEC Oui. et le ministère de Mines, on nous obligeait à passer par le tender. Et le tender, c'est quoi? Nous avons notre production, on amène au CEC, donc centre d'évaluation. Le CEC garde nos diamants, évalue. Mais c'est Manga gagné ça. Ah ben oui, il garde le diamant. Manga gagné ça. Il évalue, nous les évaluons, chacun garde son évaluation. Et puis on appelle. C'est même pas standard. Non, c'est pas standardisé parce qu'il n'y a pas de code standard pour les diamants. L'évaluation est dépendante du moment, du type de pierre et surtout de l'évaluateur. Et donc, après avoir fait ça, le CEC et nous, le propriétaire de pierre, nous invitons nos clients habituels. Ils viennent, ils vont chez CEC, même pas chez nous, hein, mais bon, quand on vend à l'AMIBA... C'est de votre patrimoine. Oui, c'est notre patrimoine. Et si nous le faisons à l'AMIBA, c'est avec la présence de CEC. Les acheteurs potentiels viennent, ils examinent les produits, ils les évaluent, ils retiennent leur évaluation. Et le jour J, parce que quand ils évaluent, ils déposent les enveloppes. Hein, oui, donc oui. c'est enveloppe fermée. Oui. Ils déposent son prix, etc. Le jour venu, on rassemble ces enveloppes, on les ouvre. Et c'est toujours CEC qui fait. Ce n'est pas l'AMIBA. Voilà pourquoi Sassim est tombé en faillite. On a dit qu'on sous-vendait. On lui imposait même un prix. On sous-évaluait. On lui imposait même un prix. Et vous étiez contre ça? Bon, totalement contre. Dès que je suis arrivé à l'AMIBA, je me suis attaqué à cet arrêté. Du ministre Samba. Oui, de Mme Samba. J'ai dit que cet arrêté doit être abrogé. Parce qu'il est contre, il va à l'encontre du code minier. Et c'était flagrant. Tout le monde a compris. Il a fallu que la première ministre puisse s'impliquer pour que... Les agents MIBA, les ingénieurs MIBA, ceux qui souffrent, ceux qui aujourd'hui font les champs dans les camps MIBA, pour ne pas dire ville MIBA, qui nous suivent en ce moment, ils vous écoutent. Parlez-leur. Ben, s'ils m'écoutent et qu'ils me regardent, ils vous suivent. Je leur dis qu'il faut qu'ils gardent l'espoir. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est en train de mourir de garder l'espoir. C'est un peu se moquer. Aujourd'hui, ils ont fait des petits commerces partout, des petits restaurants, voilà, des petits champs. Ils sous-louent leurs maisons. Moi, personnellement, ils vendent des tôles de leur maison. Moi, personnellement, ça me touche. Mais la réalité est là. Qu'est-ce que nous avons dit, aussi bien à l'État qu'à eux? Le plus urgent aujourd'hui, c'est que l'AMIBA démarre les activités de production. Parce que sans activité de production, on peut aller dans tous les sens, on ne résoudra aucun problème. Mais quand nous avons la production, et que cette production est bien encadrée, comme on vient de le dire ici, non seulement ça va nous permettre d'équiper, de renouveler l'outil de production, mais nous pouvons utiliser cette production en comptant sur la diversification. Avec les actifs, etc. Avec les actifs, nous pouvons réserver à ces gens un certain budget pour commencer à résoudre leurs problèmes petit à petit. En attendant, et là, c'est le gouvernement qui doit essayer d'intervenir, c'est faire en sorte que la CNSS puisse continuer à prendre en charge les retraités. Mais mettez-vous, je vais vous poser deux questions de confiance parce que cette émission, non seulement les gens écoutent, mais ils doivent savoir
la détermination que vous avez à expliquer là tout à Ouais. l'heure. Vous avez été touché dans votre amour propre. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Ce qui m'a choqué, c'est que on a fait travailler des gens pendant des années. Je parle du personnel, hein. Je ne parle pas de choc personnel. Parce que ce qui me choque moi personnellement, c'est de voir qu'il y a des gens qui croient que venir à l'AMIBA, tout le monde qui vient à l'AMIBA vient pour s'enrichir. Oui. Moi, je ne suis Et pas... Kabanda y compris. Moi, je ne suis pas venu à l'AMIBA pour m'enrichir. Et j'ai plus besoin de m'enrichir. J'ai pas besoin de m'enrichir. Et donc, c'est Vous, vous avez bien vécu. j'ai vécu. J'ai dû abandonner, je vais vous le dire. J'ai abandonné mon travail de médecin où j'ai touché, je peux donner le montant. J'avais un salaire plus que le ministre au Congo. Et vous êtes venu ici. J'ai abandonné tout ça. J'ai dit à mes collègues qui me traitaient de fou, j'ai servi la Belgique pendant 25 ans. Aujourd'hui, je vais servir mon pays. J'ai abandonné tout ça. Est-ce que quelqu'un qui abandonne pour venir pour voler quoi? 1 million, 2 millions, 3 millions, ça va m'apporter quoi? À mon âge, ça va m'apporter quoi? Non. Et donc je reviens aux travailleurs. Ces gens ont travaillé pour la République. On ne peut pas les abandonner comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ces retraités, ces malades, ils meurent tous les jours ici. Le taux de mortalité est important. Pour se faire soigner. Nous avons des hôpitaux, mais il n'y a pas de La clinique médicaments. Miba, Il n'y a rien. pas de médicaments. Diplomba, rien. Bonzola, rien. Monsieur Jean-Marie, nous avons des hôpitaux, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, Pas de médicaments. mais il n'y a pas de médicaments. Pas d'équipement, pas de laboratoire. Il n'y a pas de tout est... Le médecin peut pas être payé. Moi, je suis médecin. Pas d'ambulance. Je suis médecin. Quand je vais dans ces hôpitaux, j'ai mal au cœur. Je ne peux pas tenir. Vous savez, depuis que je suis au Congo, en RDC, je n'ai plus touché aux malades. Parce que je ne veux pas participer à l'engrenage de la mort. Et si aujourd'hui, Félix Tshisekedi parle un sursaut d'orgueil, dit « Je prends cette affaire de l'AMIBA à bras-le-corps, j'investis les 70 millions que Kabanda me demande, j'ai fait cet audit dans des temps écourtés », il y a de l'espoir. Je suis un homme optimiste. L'espoir est toujours là tant que l'être humain vit. Et je pense que même le président lui-même, c'est un homme qui croit dans ce qu'il fait et qui est plein d'espoir. Sinon, il ne ferait pas ce qu'il fait là. Et donc, s'il décide aujourd'hui, comme vous dites là, moi, je le crois sur la route, je vais l'embrasser. Non seulement ça, mais je vais... vous allez participer à ça? Je vais participer à toute la campagne pour qu'il accomplisse sa mission qu'il a. Il n'a pas de mandat, il a une mission. Oui. Voilà. C'est José Panda qui a dit ça. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Je viendrai vous rendre visite en Bujumaï. On allait même au polygone, on va dire, parce qu'on dit Kabanda même jusque sur la chaîne. Mais j'y vais parce que si je n'y vais pas, il touche là-bas, il a ces gens là-bas, il vérifie. J'y vais. Moi, je n'ai pas. Ma famille en Bujumaï, je ne la connais plus. Je n'ai pas des gens que je connais pour que je les place pour... Non, vous n'avez pas vos gens à vous. Non, je n'en ai pas. Votre réseau à Je vous. n'en ai pas. Peut-être qu'ils travaillent parce que ce sont la famille lointaine, oui, mais pas qu'ils sont là pour voler du diamant pour moi. Piller. Mais il faudra que j'aie été dans le circuit pour savoir que ça se fait. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Je sais que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de questionnements et parfois beaucoup de colère dans les chefs des Kassaïens. Allez, commentez, revenez. On va en parler ici. Bonne soirée chez vous.